Bienvenue à Prepping en temps de crise. Mon nom est Vic Survivaliste et nous sommes le jeudi 5 janvier 2023. Retour sur l'opus 11. Beaucoup d'entre vous ont été absolument ravis et heureux d'entendre à nouveau Pierrot échanger avec moi. On avait l'habitude de le faire à l'époque quand j'avais mon blog et mes vidéos. Là, cette fois-ci, on l'a fait en audio. Nous, on se voyait, mais on présentait seulement de l'audio. Et puis, c'est toujours un plaisir de parler avec Pierrot. On est assez différents pour avoir des sujets de discussion. Et on est assez proches pour être capable de le faire sans s'engueuler. Non, ça, la question de s'engueuler, ça relève d'abord et avant tout des prédispositions personnelles et du caractère et de l'âme de la personne, si on veut. Pierrot, c'est pas quelqu'un... c'est pas le genre à s'engueuler parce qu'on n'est pas d'accord avec. Pierrot a une énorme qualité. Il écoute. Il écoute tout ce que la personne va dire. Et puis après, lui, il va de son commentaire. Et lui, il est un petit peu plus sneaky que moi. Moi, je fais des attaques frontales. À l'époque, je faisais du débat oratoire. Je pense que j'en ai déjà parlé. J'étais en équipe avec un collègue de la fac de droit, mais qui était psychologue, membre de l'ordre des psychologues. Alors lui, le côté émotion, tout ça, il connaissait ça. Lui, il manipulait les émotions du public et du jury. Et moi, j'étais le monsieur Spock logique, analytique, qui démontait les arguments de l'autre. Pierrot, il est plus sneaky que ça, lui. Il est plus subtil, mais il parvient quand même assez fin. Et avec le sourire en plus. Fait que non, Pierrot, c'est vraiment un chic type. Je suis content et fier de le compter parmi mes amis. Et il était lui-même très content de pouvoir revenir me parler live. C'était pas live, c'était enregistré pour vous, là, mais de pouvoir faire un autre échange avec moi qui serait diffusé. Et j'ai eu beaucoup de commentaires. Des gens qui étaient contents d'entendre de nouveau Pierrot. Ça, c'est des anciens qui me suivaient à l'époque, qui se souvenaient de toutes mes vidéos avec lui, y compris les poissons d'avril. On va en faire un encore cette année. Il faut juste s'asseoir et trouver quelque chose qui va être drôle à faire, mais on s'est promis d'en faire un. Et il y a eu des commentaires qui ont été intéressants. J'ai répondu à certains, j'ai développé pour d'autres, mais il y a quelque chose qui a particulièrement attiré mon attention. Le commentaire en question, je vais vous le lire. Très heureuse de vous redécouvrir. Je vais m'empresser de regarder l'ensemble de ces nouvelles vidéos. Malgré le nombre de plus en plus important de chaînes traitant du sujet, la qualité n'est pas souvent au rendez-vous. Il était grand temps de revenir dans le game. Merci à vous. Moi, ça me fait toujours plaisir d'entendre ça. Et puis, étant donné que je ne demande pas d'argent ou de dons, et je les refuserais si vous m'en faisiez, ça, c'est mon salaire. Mais la réponse que je lui ai donnée, ça, vous pouvez aller le voir sur ma chaîne, dans les commentaires sous l'opus 11, c'est ça. Et puis, j'ai répondu, oui, la plupart des chaînes, ils partent de matos, puis... Bon, c'est pas ça du survivalisme, là, mais j'ai donné comme exemple, par exemple, ouais, wow. Mes travaux pour arriver à me donner une autonomie électrique via des panneaux solaires ou photovoltaïques, appelez ça comme vous voulez. Puis j'ai écrit même pas la liste exhaustive des connaissances et des compétences et des savoir-faire qu'il m'avait fallu pour être capable d'installer. J'installe tout seul, sauf la partie qui relie la sortie de mes inverters ou MPPT, en tout cas, ce qui me donne du courant alternatif 240 volts, split phase, ce qui va se relier à ma maison
Ça, c'est un électricien qui va le faire. Mais tout le reste, c'est moi qui le fais. Qui l'a fait et qui le fait. Donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Pour ma structure à construire, la structure qui portait mes panneaux, j'ai dû faire une recherche historique météo dans mon secteur, notamment la puissance des vents. J'ai dû avoir des connaissances en ingénierie, c'est-à-dire calcul des charges, ce qui m'a permis de choisir mes matériaux en fonction de ça. En géométrie, en construction, choix du type de structure, choix des matériaux, de la quincaillerie, des techniques, des surfaces portantes, etc. Et bientôt en soudure, parce que j'ai pas pris les bons pieux. J'ai pris des pieux Pylex pour enfoncer dans le sol. Il y en a deux sortes. Il y en a qui sont barrés, qui sont soudés d'un bloc, et d'autres qui sont ajustables pour pouvoir ajuster un petit peu la hauteur. Mais ceux qui sont ajustables ne sont pas barrés. Une fois qu'on a ajusté la hauteur, on peut tirer sur le haut du pieu et la tête du pieu va venir. Et ça, ben, s'il y a du vent avec des panneaux solaires inclinés, c'est sûr que ça va lever, même si la structure va peser quelques centaines de kilos. Alors, le vent, c'est fort, hein? Ça peut être très, très fort. Alors, ben là, je suis obligé de développer des compétences en soudure. Je me suis acheté une soudeuse MIG il n'y a pas très longtemps. C'est pas une grosse affaire, mais j'ai pas des gros besoins non plus. Et l'avantage, c'est que j'avais plein de projets d'éventuellement me mettre à la soudure pour fabriquer telle ou telle chose. Et bien là, je vais pouvoir le faire. Puis ça coûte pas cher, hein? 150. J'ai payé 150. Donc, ben c'est ça, là, je suis obligé d'apprendre la soudure. J'ai dû maîtriser le forage dans la terre, l'alignement au laser et au niveau, l'usage de marteaux, scie ronde, scie alternative, scie à onglet, meuleuse, perceuse, banti, cloueuse à batterie que j'adore. Ma cloueuse de Walt, 20 volts, je m'en passerai plus. J'avais déjà utilisé pas mal tout ça, mais c'est de la mettre en œuvre. Puis ma femme m'a aidé, évidemment. Puis elle n'est pas habituée à ce genre de travaux-là. Et puis je l'ai vu tout de suite quand je lui demandais, par exemple, d'utiliser la cloueuse. Je la voyais avec la manière qu'elle se prenait. Elle ne connaissait pas ça. Il y a des techniques là-dedans. Dans quel angle et comment tu vas enfoncer ton clou, ça va changer tout par rapport à la solidité du joint que tu viens de faire. Puis, bon, ben, tu sais, je lui indiquais, puis elle n'est pas orgueilleuse, elle prenait mes directives là-dessus. Pour d'autres choses, ben, c'est elle qui s'y connaît plus, alors je me fie à elle, là. Vous comprenez? Mais c'est là que j'ai vu, puisqu'elle elle m'a beaucoup aidé, c'est là que j'ai vu que ça faisait une différence, avoir des connaissances. Je le savais. Je savais que le savoir-faire faisait une énorme différence. Mais là, je l'ai vu, constaté, encore une fois de plus. Et là, ben, c'est la soudure. J'en ai déjà fait un petit peu. Un endroit où je travaillais, il y avait la possibilité de faire de la soudure. J'ai pas, j'ai pas fait de la soudure conséquente, là. J'ai juste essayé des petits trucs, là. Mais bon, je connais la théorie, j'ai vu des gars souder, et puis j'ai des amis qui savent souder. Fait que s'il y a des problèmes, je les appellerai. Mais en définitive, pourquoi je vous parle de tout ça? Bien évidemment, c'est pour me vanter. Non, pas du tout. J'ai toujours prétendu, quand j'avais mon blog à l'époque, je revenais là-dessus à chaque vidéo. J'ai toujours prétendu que le savoir-faire était beaucoup plus important que le matériel. Parce que si vous avez, par exemple, une arme à feu et que vous ne savez pas vous en servir, vous risquez plus de vous blesser ou de vous faire tirer pendant que vous essayez de la manipuler. Bon, l'exemple est un peu extrême, mais c'est la même chose pour une scie à chaîne. C'est la même chose pour des équipements pour faire des travaux. Écoutez, il y a de la puissance là-dedans, là. Si vous faites une erreur de manipulation, vous pouvez y laisser un doigt, une main, une jambe. On n'y est pas avec ça, là. Les outils, les équipements lourds
ça peut tuer. Ça peut tuer. Alors, c'est pour ça que quand je vois des gens arriver et dire, bon, je me suis acheté plein de trucs pour ma préparation. Est-ce que tu en as déjà fait? Non, non, j'apprendrai quand ce sera le temps. Non, non, le temps, c'est maintenant, pas quand tu vas en avoir besoin. Si tu attends d'en avoir besoin, tu n'auras pas le temps. Tu ne le sauras pas et tu vas te retrouver dans la merde. Croyez-moi, c'est un procrastinateur dans l'âme qui vous le dit. Avec les années, j'ai appris à me donner des coups de pied dans le cul pour faire les choses plus rapidement. Mais certaines choses, je les retarde encore, peut-être par manque d'assurance, mais quand il s'agit d'avoir un outil, je peux vous dire, je l'étudie et j'étudie. Écoutez, il y a des chaînes YouTube sur des travaux, sur des revues d'outils, et où là, vous pouvez voir comment les outils sont utilisés. Moi, je suis un fan de ce genre de vidéos, que ce soit pour des outils, des travaux, de la menuiserie, de l'électricité, des panneaux solaires, nommez-les. Je regarde ces chaînes-là parce qu'il y a toujours des choses à apprendre. Mais moi, c'est ça mon loisir, apprendre. Je fais la même chose pour la politique, la géopolitique, pour l'économie et pour tous les sujets qui m'intéressent, et ils sont très, très nombreux. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop tarder, il ne faut pas prétendre tout savoir. Il n'y a personne qui sait tout. On peut avoir des connaissances très étendues sur un tas de trucs, ce qui est mon cas. Mais au-delà de ça, on n'a pas la connaissance infuse. On n'a pas la science infuse. Les choses s'apprennent. Et je peux comprendre que pour un nouveau prepper qui se lève un matin, qui regarde l'actualité et qui se dit non, ça n'a pas de sens, c'est sûr qu'à un moment donné, on va manquer de nourriture, on va manquer de ci ou de ça, il va y avoir des problèmes d'approvisionnement, je dois me préparer à tout ça. Bon, ben bravo, tu viens de naître comme prepper. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu fais? Ton premier réflexe, c'est d'acheter. C'est normal. Et si tu en as les moyens, tant mieux. Tant mieux. Mais tu dois quand même apprendre. Si tu as déjà travaillé avec des outils ou des équipements, tant mieux. Tes connaissances, ton savoir-faire est déjà là. Mais si tu n'as jamais fait ça avant, bordel, attends pas d'être dans le besoin. J'ai mon ami Eric, dont j'ai déjà parlé dans le passé. Lui, il a toujours préparé ses enfants. Et il fait ça très souvent. Il fait des mises en situation, puis il dit à ses enfants, il se passe ceci, il se passe cela, qu'est-ce que tu fais? Ça peut être des situations d'agression et de défense, mais ça peut être des situations de bris mécanique, de bris sur la maison. Évidemment, c'est toujours dans un contexte survivaliste, c'est-à-dire se débrouiller avec ce qu'on a en présumant qu'on ne trouvera pas ce qu'on ne possède pas déjà. Et puis, il a affiné l'esprit de ses enfants de cette manière, puis il a affiné le sien aussi. Parce que pour poser la question à ses enfants, il doit d'abord se la poser à lui-même. Et c'est sûr que lui arrive avec ses solutions, mais il se garde de les communiquer à ses enfants, il attend les réponses de ses enfants. Puis après ça, ils en discutent ensemble. Ça, c'est une manière intelligente de procéder. C'est intelligent et c'est aussi ludique. Vous pouvez très bien faire. Vous partez en voiture, par exemple. Vous et votre conjointe ou votre conjoint. Quoi de mieux pour tuer le temps sur la route que de parler, de faire des mises en situation? Ah, c'est sûr que vous pouvez écouter de la musique. Vous pouvez écouter des stations de radio insipides avec des gens qui crient pour avoir l'air d'être énergiques. Je pense à des émissions de comiques à C'est quoi ou à d'autres postes comme ceux-là. Et puis, il y a d'autres émissions, il y a d'autres stations qui sont très,
très sérieuse, Radio-Canada, où là, ils vont jouer aux intellectuels, et ça finit toujours par Trump, c'est un crotté. Mais c'était vrai sous la présidence de Trump. À chaque émission, ils en parlaient. À toute heure, ils faisaient une mention sur Trump. Mais c'est une autre question. Mais bref, vous êtes sur la route, vous n'avez rien à faire. Ben, faites des mises en situation. Compliquez-les. Faites des pièges. Et puis, avec le temps, vous allez voir, votre esprit va s'affiner. Mais surtout, vous allez apprendre à poser les bonnes questions. Ça aussi, ça fait partie de la préparation. S'amuser, faire des hypothèses, tourner ça en jeu, aucun problème à le tourner en jeu. Mais exercer votre esprit, à envisager des problèmes et à trouver des solutions avec vos moyens du bord. Par exemple, il y a quelques années, je me suis dit, ouais, s'il arrive un problème, c'est le chaos dans les rues, la maison se fait attaquer, on repousse les agresseurs, mais il y a des vitres qui ont été brisées. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, j'ai regardé ma maison. J'ai regardé tout ce que j'avais. Est-ce que j'avais du bois pour remplacer ça? Est-ce que j'avais... Et puis finalement, j'étais arrivé à la conclusion qu'il n'y a rien de mieux que du carton ondulé pour bloquer la fenêtre. On peut mettre une pellicule plastique pour rendre imperméable. Mais ça peut faire une très bonne solution temporaire. Et en plus, ça isole. Bon, ben, je ne suis pas vitrier. Je ne stocke pas de la vitre à la maison. Mais ça, je trouvais que c'était brillant comme solution. Comme solution temporaire, évidemment. Après, il n'y a rien qui empêche de renforcer ça avec d'autres choses, mais c'est en se posant des questions et en prenant l'habitude de se débrouiller avec les moyens du bord qu'on arrive à développer son esprit survivaliste. Je ne sais pas si vous connaissez la série Jericho. Et moi, je l'ai regardée plusieurs fois. Et dans la série, il y a la sœur d'un des héros qui est sourde et qui est un petit peu jalouse parce qu'elle a perdu l'attention de son grand frère qui est devenu amoureux d'une comptable de Washington prise à Jericho. Et elle rencontre un mec qui est un fief et crétin, un imbécile. Et puis à un moment donné, ben, ils discutaient tous à table et il disait qu'il avait hâte que Internet fonctionne. Ah ouais, pourquoi? Ben parce que là, on ne manquera plus de rien. On a juste à se connecter sur Amazon, puis on va avoir tout ce qu'on veut. Hey, du con! Les grandes villes américaines ont été détruites avec les entrepôts Amazon. Comment tu vas faire pour recevoir tes trucs? Il n'y a même plus de service postal. Mais c'est ça, je veux dire, la solution, pour bien des gens, c'est d'aller au magasin ou d'aller sur Amazon. Mais non, on ne règle pas tous les problèmes en pensant acheter des trucs. Tu sais, genre, tout s'est écroulé, il n'y a plus rien qui fonctionne, tu as besoin d'un outil, qu'est-ce que tu fais? Oh, ben, je vais aller sur Amazon. Ah oui, t'es donc bien con. Il n'y en a plus d'Amazon. Il n'y a plus de service de livraison. Il n'y a plus d'entrepôt. Et bien, en plus, qui va vouloir s'engager sur les routes en temps de chaos pour aller venir porter du stock à quelqu'un? C'est le gros bon sens. Puis malheureusement, le gros bon sens, aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est de commander d'Amazon. C'est comme ça qu'on pense. Ou d'aller au magasin, peu importe. Mais la solution à bien des problèmes, c'est d'aller acheter ce qui vient de briser. Parce que, il faut le dire, avec toute l'électronique de nos jours, c'est bien difficile de réparer ce qui est brisé. Et c'est même difficile de diagnostiquer ce qui est brisé, à moins d'avoir les équipements pour le faire. Un frigo qui est brisé, est-ce que c'est la carte mère du frigo? Est-ce que c'est un relais? Est-ce que c'est le compresseur? Est-ce que c'est la boîte électrique qui convertit l'électricité? Va savoir si c'est de l'électronique
Oublie ça, c'est impossible. Fait que tu vas peut-être remplacer bien des pièces avant de trouver que c'est l'électronique, puis de commander une nouvelle carte. Alors, dans ces conditions, on appelle le réparateur ou on commande un autre frigo si le frigo est vieux et âgé et susceptible de briser sur autre chose dans les semaines ou les mois à venir. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis, bon, regarde, c'est OK. C'est la réalité contemporaine. C'est ainsi que les choses fonctionnent. On n'a plus des frigos qui peuvent marcher pendant des dizaines et des dizaines d'années. Moi, j'avais entendu parler d'un camp de chasse en Mauricie, dont le frigo datait de 1910. Il y avait des fuites d'ammoniac. Ils remettaient de l'ammoniac de temps à autre, et puis il fonctionnait très bien. 1910, il n'y avait pas beaucoup de frigos dans ce temps-là. Là. C'était un camp de chasse privé à l'époque et tout ça là, pour les millionnaires américains, mais c'était une grosse installation, mais ça marchait. Et ça continuait de marcher. Ça, c'était dans les années 90. Mais voilà, la réalité d'aujourd'hui fait que les objets qu'on achète ont une obsolescence programmée. Ils ont une durée de vie prévue. Et finalement, ben, après un certain temps, ça se met à briser. Et bon, on peut accuser les manufacturiers de malice capitaliste, mais en même temps, ce sont les gens qui en veulent des équipements comme ceux-là. Moi, je me souviens, dans la maison, chez mes parents, quand j'étais petit, on avait une table et des chaises dans la salle à manger qui dataient des années 60. On était dans le début 70. Et puis, à un moment donné, ma mère, ça lui tentait d'avoir du contemporain. Alors, on a jeté ce qu'on avait et on a acheté du contemporain. Mais ce qu'on avait auparavant, ça fonctionnait très bien. C'était une table et des chaises. Ça craquait pas, ça tombait pas en ruine. C'était solide et ça servait à l'usage auquel il était destiné. Mais c'était démodé au goût de ma mère. Donc, mon père, qui a voulu lui faire plaisir, a acheté un nouvel ensemble. C'est nous qui avons demandé tout ça. Et c'est nous qui demandons à payer des trucs pas chers parce que de toute façon, on n'a pas l'intention de les garder toute la vie. On a simplement l'intention de les consommer puis un jour d'en acheter un autre parce que celui qu'on a ne nous plaira plus. Tiens, un autre exemple tout à fait proche et récent, c'est-à-dire moi, j'ai une scie à onglet. C'est une scie à onglet très de base et avec une lame de scie de scie ronde qui est pas la plus grande, c'est format moyen. Bon, j'ai voulu couper des 4x4 en bois, évidemment, et je l'ai coupé au 45. Eh bien, ma lame de scie à onglet ne réussissait pas à couper entièrement en billet, ce qui fait qu'il restait peut-être un 5 ou 6 mm de bois qui n'avait pas été coupé par la lame. Bon, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, oh, voilà la belle occasion d'aller m'acheter une autre scie à onglet qui va peut-être pouvoir avancer et reculer au lieu d'être fixe. Puis là, j'ai réfléchi, j'ai dit, non, pourquoi j'irais dépenser 200 ou 300 $ pour pouvoir faire une quinzaine ou une vingtaine de coupes? Je suis parfaitement capable, avec un ciseau à bois, d'enlever l'excédent. Tout le reste a été fait. Et puis, finalement, je suis allé avec le ciseau à bois. J'ai économisé 200, 300 $. J'ai pas économisé, je l'ai juste pas dépensé. Et puis, ça a été plus long. Ben oui. Mais j'ai réussi à me débrouiller avec ce que j'avais. C'est peut-être une prédisposition, mais en général, si je suis capable de faire un boulot tout seul, je vais le faire tout seul, sans demander d'aide. Même si, en demandant de l'aide, je pourrais le faire 4 ou 5 fois plus vite.
ça m'exerce l'esprit pour essayer de trouver des moyens de pouvoir me faire pousser un troisième bras pour tenir des pièces. En fait, de trouver des manières de les fixer sans être obligé de tenir avec mes mains. Et je veux dire, ça enrichit mon expertise et ça me permet ensuite de transposer la situation que je viens de résoudre dans une autre situation qui pourrait être à peu près similaire ou qui est transposable. De sorte que je vais être aussi capable de faire un boulot tout seul, sans demander de l'aide, même si ça prend 5 fois plus de temps. Parce que des fois, on n'a pas d'aide au moment où on en a besoin. Vous allez me dire, j'aime me compliquer la vie. Oui, j'aime me compliquer la vie pour me la rendre plus simple quand ça va compter. C'est ça l'esprit survivaliste. Fais pas de grimace, ça porte malheur. Coule ta carcasse, c'est pas ta sœur. Si je t'embrasse, toi tu m'écœures, tu me fracasses, mon doux Seigneur. T'es une lavasse, un amateur, je te terrasse, maudit faiseur. T'as les oreilles comme un chou-fleur. Prends ta bouteille, vieille enfant de cœur. Mon dos, c'est tabarnak, tu vas manger ma main en face. M'a t'enfourré une blague, m'a cassé les deux échasses. Mon colis de baveux, y'a plus personne pour me tenir. M'a te moucher mon barbeux, tu vas crier mes pieds martyrs. Hostie, 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 si point. Comment les couilles, Lève ton nombril, Hostie de citrouille, fils de fifi. t'as pas connu, ils vont revoir. Là t'aurais eu un adversaire. il a gauche de George. Il était cochon, ça t'égorge un cornichon. L'arrêt moquin, il lâchait pas. Lui de lycée, mouvement ou pas. Mon dos, c'est tabarnak, tu vas manger ma main en face. M'a t'enfouré une blague, m'a cassé les deux échasses. Mon colis de baveux, y'a plus personne pour me tenir. M'a te moucher mon barbeux, tu vas crier mes pieds martyrs. Hostie, hostie, hostie. Ah ouais, accouche, montez un homme. Pas une fausse couche, ni chez de la gomme. Tu les calcines, je te casse les dents. Je te décapite mon sacrement. Pis fais pas de bluff, avec Bibi. Nous on joue tough, t'as pas fini. M'a te faire manger de la marde en tas. M'en va te crever sur le matelas. Mon dos, c'est tabarnak, tu vas manger ma main en face. M'a t'enfouré une blague, m'a cassé les deux échasses. Mon colis de baveux, y'a plus personne pour me tenir. M'a te moucher mon barbeux, tu vas crier mes pieds martyrs. Hostie, 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 hostie. Il y a à peu près une semaine, nous avons connu, certains l'appellent la nouvelle tempête du siècle. C'est un peu exagéré. Mais on a connu une très, très grosse tempête de neige sur la rive nord du Saint-Laurent. La rive sud a été plutôt épargnée. Je pense que Montréal aussi a été épargné. Mais pour le reste, on y a goûté. On a eu quelque chose comme 25 pouces de neige, 25, 27. Ça donne 50 à 60 cm de neige à peu près dans ces eaux-là. 50-55. C'est beaucoup. Bon, nous, ça ne nous a pas affecté outre mesure. Je veux dire, les rues étaient déneigées, notre entrée était déneigée par notre déneigeur. Lui a coûté cher cette tempête-là, mais bon, ça fait partie des risques du métier. Et puis nous, ben, on a déneigé nos autos, puis on les a bougés, puis bon. Mais ce qui était un peu particulier avec cette tempête, c'est la puissance des vents. Il y avait des vents assez forts, mais assez forts. Et à certains endroits, ça allait jusqu'à 120 km/h. Je ne sais pas si vous savez, vous avez sûrement dû vivre des tempêtes l'été avec des vents très puissants. J'ai déjà vu la pluie tomber presque horizontalement tellement le vent était fort. Mais avec la neige, c'est pire. C'est pire parce qu'on ne voit rien. Mais on ne voit plus rien. C'est c'est ce qu'on appelle la poudrerie. Toute la neige est soulevée par le vent et projetée devant nous à une vitesse
tellement rapide que si on conduit avec une auto, par exemple, on va être aveuglé avec les phares de la voiture. Ce qui fait que ça peut être un peu plus dangereux dans ce temps-là. Mais c'était pas la première grosse tempête au Québec. Ce ne sera pas la dernière. Pourtant, dans les médias, il y avait des alertes à n'en plus finir. Météo Média, que je n'aime pas particulièrement parce qu'il y a toujours un état d'urgence. Je pense que c'est leur ligne d'affaires là, qu'ils veulent. Là, ils ont besoin d'attirer l'attention, je ne sais pas. Mais c'est toujours grave et dramatique. Et ben, les gens se sont laissés alarmer par tout ça. C'était pareil dans les médias traditionnels, dans les extraits que j'ai pu voir un peu partout. Le ton sombre, les mises en garde, soyez prudents, vous allez tous mourir, un peu dans ce genre-là. Mais bordel, on est au Québec, on a des pneus d'hiver, on a des équipements de déneigement, comme c'est pas possible. La police a des motoneiges, il y a plein, puis de toute façon, quand il y a des grosses tempêtes comme ça, ce sont les citoyens qui sortent leur motoneige pour aller voir sur les autoroutes s'il n'y a pas des gens qui sont pris. Il y a quelques années, sur l'autoroute 13, il y avait eu un carambolage, en tout cas. Les autos étaient immobilisées. Ils ne pouvaient plus sortir de là. Ben, il y a des gens qui sont allés en motoneige. Écoutez, bon, oui, c'est pas le fun se retrouver pris dans la neige et puis attendre des secours, mais bon, le meilleur moyen de ne pas se retrouver pris dans un banc de neige en auto, c'est de ne pas prendre l'auto. Vous comprenez? Bref, en tout cas, il y a eu une énorme campagne pour alarmer les gens. Est-ce que ça a empêché des déplacements? Je suis certain que quelques-uns, oui, ont été découragés de se déplacer. Et les autres l'ont fait quand même. Et vous savez quoi? Après la tempête, tout est encore en place. Je pense qu'il n'y a même pas eu de mort. Mais ça, c'est... Vous voyez, il y avait de la coordination. Les médias, Météo Média en particulier, le gouvernement, les animateurs, les chroniqueurs, les influenceurs, tout le monde se met de la partie dans ce temps-là pour dire c'est grave, faites attention, vous êtes à risque de mourir. Ça a été la même chose durant la COVID, remarquez-le. Il y a des réseaux de communication qui servent à envoyer des messages à la population. Et quand c'est des messages pour changer le comportement de la population ou pour diriger le comportement de la population, ça s'appelle de la guerre informationnelle ou de la guerre contre les peuples. Et nous vivons des épisodes de guerre contre les peuples depuis bien des années. Mais là, ça s'est considérablement amplifié. Est-ce que c'est parce que il y a de plus en plus de dirigeants de pays industrialisés qui sont liés de près ou de loin au World Economic Forum? Je pense que oui, moi. Et c'est quand même significatif qu'ils se retrouvent là tous en même temps. C'est fort, là. Là, ça soulève des questions. Si le World Economic Forum a réussi à placer tant de gens à des postes clés à une période déterminée où il se passe des événements qui ont été, je dirais presque organisés, ou du moins synchronisés. Quelle est la puissance du World Economic Forum et surtout, quelle est la valeur de notre démocratie? Ça pose une question parce qu'en théorie, c'est le peuple qui élit ses dirigeants. En pratique, c'est des dirigeants qui sont inféodés à une organisation extérieure à leur pays, supranationale, avec des objectifs bien précis qui n'ont pas été annoncés aux électeurs pendant les élections. Et ces accointances-là, cette suggestion-là,
n'est pas non plus communiqué aux électeurs. Moi, en tout cas, certains y voient du hasard. Moi, je vois qu'en politique, il n'y a pas de hasard. Qui plus est, il y a eu les Twitter Files qui sont sortis depuis un petit peu avant Noël. Quoi qu'on pense d'Elon Musk, moi je suis mitigé. J'admire l'intelligence de cet homme-là, parce que je suis un admirateur de l'intelligence tout court. Je respecte son succès. Je n'aime vraiment pas toutes ses idées, surtout quand ça commence à toucher au transhumanisme. Je suis un peu admiratif de son projet d'aller sur Mars. Est-ce qu'il va réussir à le réaliser? Je ne sais pas. Mais au-delà de tout ça, il a racheté Twitter. Et depuis qu'il a racheté Twitter, il a mis tous les woke dehors et il a fait fouiller dans les dossiers Twitter pour essayer de voir ce qui s'était passé avant que lui devienne propriétaire. Il y avait peut-être des explications ou des preuves ou des traces qui permettaient de voir qu'il y avait une politique délibérée de faire taire les gens de droite, par exemple, notamment. Et ce qu'il a trouvé, à la fois, ce sont des perles. C'est épouvantable. Il y avait, pour résumer, là, parce que je ne suis pas à jour, là, il m'en reste encore plusieurs à lire, mais plusieurs pages à lire. Mais ce qui en ressort, c'est que les agences américaines à 3 lettres avaient des employés à eux chez Twitter. Avaient des agents à eux qui travaillaient chez Twitter et qui donnaient des directives ou du moins des indications. Et ces agences à 3 lettres payaient aussi Twitter. Pourquoi exactement? Ça, je n'ai pas lu le détail. Mais ils payaient Twitter pour faire du travail. C'était lequel? On ne sait pas. Mais toujours est-il que la conclusion à laquelle Musk est arrivé, puis le journaliste qui a investigué ça est arrivé, c'est que oui, Twitter s'est immiscé dans l'élection américaine afin de favoriser le Parti démocrate et de défavoriser le Parti républicain. Et ça, en passant, c'est une offense criminelle. Tenter de manipuler l'électorat aux États-Unis, c'est un crime. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va être fait avec ça? Ne retenez pas votre souffle. Vous savez, Ghislaine Maxwell a été jugée, condamnée pour proxénétisme et toutes sortes d'accusations, dont du trafic humain de mineurs. Et on ne condamne pas quelqu'un parce qu'on ne lui aime pas la face. On condamne quelqu'un parce qu'on a des preuves à présenter. Puis si on présente des preuves, il faut présenter des preuves de trafic humain si l'accusation est de trafic humain. Et quand on présente des preuves de trafic humain, on présente des noms, des photos, des témoignages. Or, depuis la condamnation de Ghislaine Maxwell, aucun client d'Epstein n'a été inquiété ou arrêté. Et les noms sont sortis. Les noms sont sortis. Ils ont été mentionnés. Mais il y avait un huis clos. Donc, ça n'a pas pu sortir de la salle de cours, à moins de vouloir faire chier le juge et faire de la prison par la suite. Ou de se faire éliminer tout simplement parce que c'est des puissants qui allaient sur l'île d'Epstein. Aucun nom. Donc, elle a été condamnée pour proxénétisme, trafic de mineurs et proxénétisme, ça veut dire fournir quelqu'un pour des services sexuels. Hein? Ben, ces services-là n'étaient pas rendus dans le vide, ils étaient rendus à des clients. Et il n'y en a aucun qui a été identifié ou mentionné. C'est-à-dire, oui, ils l'ont été, mais ça n'a pas été suivi d'effet. Il n'y a eu aucune arrestation là-dessus. On n'entend parler d'aucune enquête. C'est troublant. Donc, démocratie à questionner parce qu'on arrive à placer
dans les gouvernements des chefs de gouvernement ou des chefs d'État qui sont tous inféodés à la même organisation internationale. Et en plus, quand il y a des procès qui impliquent des grands ou des noms de grands pourraient circuler, il n'y a pas d'effet, il n'y a rien qui se passe. Alors, c'est pas surprenant que la démocratie puisse être bafouée ou ignorée de la manière qu'on veut, parce que ceux qui le font n'ont aucune conséquence. Ils ne font pas face à la loi. Alors, si de tels réseaux de pouvoir existent et qu'ils ont les moyens, à la vue de tous, de s'exempter de conséquences face à leurs actes, bon, ils vont laisser tomber un petit pion de temps en temps, là, mais pour le reste, les gens vraiment importants ne sont pas inquiétés. Alors, s'ils peuvent faire ça, ne croyez-vous pas que c'est possible qu'ils puissent placer des gens un peu partout ailleurs? Par exemple, dans les médias, par exemple, dans les journaux, les télés, les radios, faire monter des influenceurs qui vont passer quelques messages, prendre des artistes et les payer pour véhiculer leurs idées. On l'a vu pendant l'état d'urgence sanitaire au Québec, les artistes qui étaient payés pour aller propager les messages du gouvernement. Je pense Rachid Badouri et plusieurs autres qui ne sont pas gênés pour même invectiver la population et l'insulter parce qu'ils n'allaient pas chercher leur piqûre assez vite. Mais ça, je veux dire, c'est des artistes, c'est du monde à vendre. Ils vendent leur voix ou leur image pour faire des pubs. Ben, une pub ou une autre, c'est pas grave. Vendre j'allais dire un mot, je devrais pas le dire, le vaccin, entre gros guillemets, ou vendre une voiture, pour eux, si en plus ça paye mieux que pour la voiture, ben c'est pas grave, c'est du profit, puis c'est tant mieux. Et on passe à autre chose. Et maintenant, parlons de la justice. Au Canada, les juges de la Cour supérieure, de la Cour d'appel et de la Cour suprême sont nommés par le cabinet du premier ministre. On dénote une propension à avoir beaucoup, beaucoup plus de juges qui sont liés au Parti libéral que de juges qui étaient liés au Parti conservateur. Et vous allez me dire, c'est normal, parce que le Parti libéral a occupé le pouvoir beaucoup plus que le Parti conservateur. Et c'est là que vous faites fausse route. Il ne devrait pas y avoir plus de juges libéraux. Il ne devrait pas y avoir moins de juges conservateurs. Il devrait y avoir des juges, point. Quand Trudeau a été obligé de s'expliquer parce que la loi sur les mesures d'urgence forçait la tenue d'une enquête devant un commissaire, je ne me rappelle plus si c'est un commissaire ou s'il portait un autre titre, pour voir si c'était justifié d'appeler cette loi-là et de la proclamer et de la mettre en œuvre, ben c'était un juge libéral qui présidait. On a même vu Trudeau et Chrystia Freeland témoigner avec un écouteur dans l'oreille. Et à un moment donné, on voit une séquence vidéo où Chrystia Freeland indique qu'elle n'entend plus rien dans son oreillette. Et le juge, très complaisamment, dit « OK, on va arrêter maintenant, on va reprendre dans 2 heures. » Wow! Wow! Qu'est-ce qui circulait dans l'oreillette? On ne sait pas. Mais bordel que j'aurais aimé savoir un équipement pour intercepter ça. Parce que, d'après moi, c'était la déclaration qui circulait dans l'oreillette. Mais je peux supposer ce que je veux. J'y étais pas. Alors, ça vaut rien comme hypothèse. Mais pourquoi avait-il une oreillette pour témoigner? Surtout que Trudeau lui-même est parfaitement bilingue. Il comprend très bien les questions
en français et en anglais, et il est capable de les exprimer tout aussi bien en français qu'en anglais. Pour Freeland, OK, mais elle n'est pas très bonne en français. Mais le juge, lui, il était bilingue, parfaitement bilingue. Et il peut très bien adresser ses questions en anglais ou en français, ou demander au procureur de les adresser en français et en anglais. On est au Canada. Fait que c'est sûr qu'ils parlent tous anglais. C'est sûr qu'ils ne parlent pas tous français, mais c'est sûr qu'ils parlent tous anglais. C'est cousu de fil blanc, tout ça. On maintient des apparences de justice. Puis écoutez, là, je suis un juriste, là, j'ai une formation en droit, j'ai un diplôme en droit de l'Université de Montréal. J'ai fait l'école du barreau, j'ai jamais été inscrit au tableau de l'ordre, mais quand même, j'ai des notions, ne serait-ce que théoriques. Et dans un système judiciaire, on doit avoir la justice qui est rendue, mais on doit aussi avoir une apparence de justice rendue. Et là, il y a tellement de gens qui sont proches du pouvoir politique, qui sont nommés comme juges, puis ça n'en prend pas une majorité, là. Ça en prend quelques-uns qui sont inféodés, qu'on sait qui sont fiables, et puis voilà, ben à ce moment-là, c'est eux qu'on va faire envoyer sur les procès un peu critiques. Les juges en chef des tribunaux, ils savent très bien comment ça se passe. Puis ils savent très bien aussi quel est leur intérêt. Ouais, les juges sont inamovibles. Il y a peut-être d'autres choses aussi qui peuvent peut-être les tenir à la gorge. Après tout, on a eu un juge il y a quelques années qui a été accusé et condamné pour meurtre au premier degré de sa femme avec une arme de poing. Avec une arme de poing qui n'était pas enregistrée. Il avait oublié. En tout cas, c'est toute une histoire, cette histoire-là. Mais je m'éloigne constamment du sujet qui est la guerre informationnelle au peuple. Quoique je m'éloigne, mais en fait, je suis en train de vous illustrer comment elle est faite et comment elle peut se maintenir, même si elle est cousue de fil blanc, parce que les gens qui pourraient ou qui devraient intervenir ne le font pas. Les journalistes, moi, en tout cas, je me souviens pendant la COVID, les conférences de presse journalières du premier ministre et du directeur de la santé publique, puis du ministre de la Santé, c'était une blague, les questions qui étaient posées. À un moment donné, ils ont même demandé la recette des tartelettes du docteur Arruda. C'est sérieux, là. Je comprends que des journalistes aient envie de badiner et s'amuser un petit peu. C'est correct, je suis le premier à le faire. Mais ils avaient un boulot à faire et ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont jamais posé les bonnes questions. Il y en a un après qui a commencé à faire le boulot, Thomas Gerbet, je pense. Mais c'est le seul. Puis encore, il ne touche pas à tout. Peut-être qu'il n'a pas le temps de toucher à tout. Peut-être qu'il ne veut pas toucher à tout. Peut-être qu'il lui est interdit de toucher à tout. On ne sait pas. Mais toujours est-il que ceux qui devaient faire leur travail ne l'ont pas fait. Et pendant tout ce temps-là, la population subit des messages quotidiens, répétés, des dizaines et des centaines de fois à chaque jour, des panneaux lumineux le long de l'autoroute pour dire « Porte ton masque, fais-toi piquer », et des journaux, la radio. Pendant 1 an et demi, on n'a parlé que de ça. Et ça servait à quoi, tout ça? Ben, ça servait à créer une habitude d'obéissance. Ça servait à créer la perte d'espoir de fonctionner autrement. La perte d'espoir d'avoir une vie différente. Parce que c'était tellement omniprésent que si on pensait vouloir y déroger un temps soit peu, on avait la quasi-certitude qu'on se ferait arrêter et coller une amende par la police.
Parce que tout le monde était là-dedans. Ou en tout cas, on avait l'impression que tout le monde était là-dedans. Et du même coup, par exemple, dans la ville d'Oxford, en Angleterre, à partir de 2024, la ville va être divisée en 6 parties. Et les 6 parties vont tout simplement... Vous appelez ça la ville 15 minutes ou quelque chose comme ça. Paris va faire la même chose. Vous vivez dans votre partie de ville et vous avez le droit de franchir ces limites-là 100 fois par année. Ça veut dire que ça vous prend quoi? Ça vous prend un identifiant unique. Donc, un passeport numérique. Un passeport intérieur, comme en Union soviétique. Il faut vous identifier quand vous sortez. Il faut vous identifier quand vous rentrez dans l'autre partie de la ville. Puis la 101e fois, vous prenez une amende. Qui peut être légère, qui peut être lourde. Peu importe. Et c'est comme ça, pour lutter contre le réchauffement climatique, qu'on va détruire la liberté de circuler des gens. Parce que même s'il n'y avait pas de limite pour sortir de votre quartier, même, disons qu'il n'y en a pas, vous avez le droit de sortir autant de fois que vous voulez. Le seul fait de devoir vous identifier à un checkpoint, c'est que vous n'avez plus la liberté de vous déplacer. Cette liberté-là est disparue. Vous avez le privilège de vous déplacer en respectant des conditions, qui est, par exemple, celle de vous identifier. Ça, c'est grave. Mais c'est à ça que ça sert, la guerre informationnelle contre les peuples, à changer les comportements, à rendre les changements, à les faire voir comme étant inévitables. Et évidemment, c'est toujours pour une bonne cause. Ben moi, je ne sais pas, là, mais si vous regardez ça, là, dans la région de Montréal, il y a un IKEA. Si vous voulez aller au IKEA, il faudrait que vous quittiez votre petit quartier. Des Costco, il y en a 2 à Montréal, 3 à Montréal, un à Laval, un à Boisbriand, un à Saint-Jérôme. Puis après ça, c'est fini. Pour ce qui est de l'axe nord. Alors, si vous êtes à Sainte-Adèle, vous n'avez pas de Costco, il faut quitter votre quartier à chaque fois que vous voulez y aller. Même chose pour les supermarchés. Écoutez, ce n'est pas fait pour sauver la planète. Parce qu'ils ont le droit de sortir 100 fois. Ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour contrôler la population. Et là, ça, c'est une mesure. Après ça, il va en avoir une autre. Et une autre. Et une autre. Et une autre. Là, Van der Leyen, la connasse, la très mauvaise ministre de la Défense, qui corrompue, qui a été mise à la porte de son ministère et qui a été en récompense nommée à la tête de l'Union européenne, elle dit qu'elle va mettre une réduction obligatoire de la consommation d'électricité pendant les heures de pointe. Fine. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là dans le petit Québec, si loin de l'Europe? Il y a le programme ILO de Hydro-Québec qui va venir nous inciter à ne pas consommer d'électricité pendant les heures de pointe et qui va nous donner des meilleurs tarifs. Mais si vous en consommez, si vous dépassez la limite pendant l'heure de pointe, ça va vous coûter le moton. Et ça, on voit ça un peu partout en même temps. Ah, traitez-moi de conspirationniste tant que vous voulez, là. Mais Chris, il y a des hosties de limites. Quand une chose se produit simultanément partout, qu'elle est un phénomène humain, qu'elle se ressemble à peu près d'une place à l'autre, je pense qu'il est justifié de parler de planification et de coordination, de collusion et de complot. Là, à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Puis ça va s'arrêter seulement quand il va y avoir suffisamment de gens qui vont le refuser. Puis ça, c'est à vous qui m'écoutez d'en parler.
Et de le dire et d'inciter d'autres personnes à un moment donné, dire « Oh, ça suffit, on ne respecte pas ». Quitte même à partir des mouvements de reprise de la souveraineté du peuple. Moi, j'envisagerais très bien, ça prendrait des gens sacrément motivés, mais j'envisagerais très bien un petit village, 5-6 000 habitants, où les gens disent « Non, c'est assez. Là, le maire veut nous empêcher d'avoir des poêles à bois, des ci, des ça. Implémentation de l'agenda 2030. On en a assez. On te jette dehors. On organise nos propres élections. Puis c'est nous qui allons diriger la ville maintenant. » C'est tout à fait hors la loi. C'est pas interdit de s'élire un maire qui va gérer la ville en dehors du cadre de la loi sur les municipalités. Ce qui est interdit, c'est d'acheter l'autre maire dehors et de prendre sa place et de signer les papiers à sa place. Mais c'est très facile de rendre une ville ingouvernable. Très, très facile. Surtout si c'est un petit village et qu'il y a des crackpots qui ont pris le pouvoir, qui sont inféodés à d'autres crackpots, qui sont inféodés au World Economic Forum. Puis ça, on en trouve plein, là. Plein. Un peu partout. C'est des réseaux de pouvoir. C'est des réseaux de pouvoir qui sont très élaborés. Ils ne savent peut-être même pas nécessairement pour qui ils travaillent. Mais ils vont là parce qu'ils ont une mission à accomplir. Puis en revanche, on les fait élire, on les aide, on leur donne de l'argent, on leur donne des ressources. Il y avait, il y a quelques années, des scandales avec les élections clés en main. Des gens qui disaient « Je te garantis ton élection. Tu me payes tant, puis moi, je m'occupe de tout. » C'est grave, là. Fait qu'à un moment donné, c'est beau être des consommateurs, puis de jouir de la vie, puis d'aller passer 4 fois une semaine dans le sud, parce que on le mérite tellement, on travaille tellement fort. Mais à un moment donné, là, il faut arrêter d'être juste des jouisseurs. Il faut se mettre les 2 pieds à terre, s'asseoir sur son cul, réfléchir, puis à un moment donné, dire « Ça suffit. Moi, je peux le faire, mes enfants pourront plus le faire. Je veux que mes enfants soient libres, comme moi. En fait, plus libres que moi, parce qu'on a perdu des libertés, croyez-moi. Mais si je vous raconte tout ça, c'est pas pour vous dire « Ah, regardez comment je suis bon, comment je peux être... excellent, maître de tout », c'est pas vrai. Je me qualifie toujours de ce qu'on appelle un jack of all trades. C'est une expression anglaise. Quelqu'un qui n'excelle en rien et qui est bon en tout. Bon à tout faire, pas excellent à tout faire. Et puis, j'ai toujours eu un esprit un peu encyclopédique, un peu universaliste. J'ai toujours eu la curiosité de savoir surtout assez pour me faire une idée, mais pas assez pour en parler en conférence, par exemple. C'est sûr qu'avec les années, j'approfondis mes savoirs et je pourrais en donner, mais j'en ai donné d'ailleurs. Mais au-delà de tout ça, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que le prepping, c'est loin d'être seulement la possession d'outils, de matériaux et de nourriture. Ça repose d'abord et avant tout sur des connaissances. Connaissance de soi et de ses besoins réels. Connaissance des matériaux. Pas de tout, mais de ce qui est essentiel. Connaissance de ces outils. Savoir les utiliser, savoir bien les utiliser et tellement les maîtriser que vous pourriez les utiliser à un autre usage que celui pour lequel ils ont été prévus et vous allez réussir. Et tout ça, avec un petit peu d'huile de bras, de bonne volonté et de patience, ça fait de vous quelqu'un de plus complet pour affronter tous les événements. Moi, je sais, s'il arrive des pépins, j'ai une réserve de bois de tout format. Là, ça peut être des 2x4, ça peut être des feuilles de 4x8. J'ai un peu de tout. Je peux obstruer des fenêtres qui auront été brisées. Il y a plein de choses que je peux faire
puis que je vais savoir comment les faire aussi. Et puis grâce à mes DeWalt 20 volts, ben, j'ai pas besoin d'électricité, du courant, puis je tiens toujours mes batteries chargées. Et puis d'ailleurs, mon approche, au risque de me répéter encore une fois, mon approche est extrêmement gratifiante. En fait, c'est pas mon approche, oui, elle est gratifiante, mais l'expression de mon approche, le partage que je fais de mon approche est extrêmement gratifiante parce que les gens qui se sont abonnés, je l'ai dit souvent et je continue de le redire, à part 3-4 coucous de temps en temps, ce sont des abonnés de qualité qui posent des questions intelligentes, qui sont en recherche d'autonomie et non pas en recherche d'une aide pour faire quelque chose ou pour développer quelque chose. Il y en a un petit peu de ça, mais c'est pas grave, je réponds. Mais les autres, c'est des gens qui réfléchissent, qui veulent aller plus loin, qui veulent prendre des trucs. Je ne suis pas celui qui va pouvoir vous enseigner à souder ou à clouer un clou ou à construire une structure pour du solaire. C'est pas important que je vous parle de comment je le fais. Ça, il y a des spécialistes pour ça. Si vous voulez parler de photovoltaïque, ben, si j'avais encore ma chaîne avec mes vidéos, ben, j'irais voir un spécialiste du photovoltaïque, puis je lui demanderais d'en parler. À un moment donné, j'avais interviewé quelqu'un qui fabriquait des couteaux. Je vais au-devant des gens. Des fois, je prends les connaissances des autres et je les présente. Mais c'est pas voici le couteau le plus populaire chez les survivalistes pour les 3 prochains mois. Là. Ça va toujours plus loin que ça, ça va toujours plus profondément que ça. Je vais vous parler du type d'acier qui a été utilisé, de ses particularités. Bon, je vais le comparer avec d'autres et vous voyez un peu, là. C'est ça l'idée, c'est d'aller au fond des choses. Et puis, c'est quelque chose que vous appréciez, que vous ne trouvez généralement pas ailleurs. Et je suis content de savoir que les gens qui me suivent sont une coche au-dessus des autres. Fait que, bravo à vous. Là. J'ai envie de taper dans mes mains. Ça va juste vous assourdir. Et d'ailleurs, parlant d'assourdir, je suis désolé pour l'opus 11 avec Pierrot. La musique était beaucoup trop forte. Je ne l'ai pas réalisé quand je l'ai monté. Et, excusez-moi de cette erreur-là. Je vais être plus attentif là-dessus la prochaine fois. Alors, c'est tout pour ce segment. J'aimerais toutefois continuer un petit peu avec vous pour vous parler de 2023. Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai une boule de cristal et qui me demandent ce qui va se passer en 2023. Évidemment que je n'ai pas de boule de cristal. Sinon, je serais multimillionnaire et je serais très, très loin dans le nord avec pas très loin d'un de mes amis. J'achèterais toute la ville puis on aurait la paix. Mais non. 2023 va être la suite de 2022. Ils ont décidé d'ouvrir le jeu, d'appuyer sur la pédale d'accélération. Et là, c'est les projets qui déboulent. Là. Oxford, la ville segmentée avec des permis d'identité numérique pour sortir et tout ça. Paris, la ville 15 minutes aussi qui s'en vient. Je suis certain que la plante à Montréal va faire la même chose. C'est plein de trucs comme ça. Écoutez, c'est une poignée de gens qui ont décidé comment il fallait que la plèbe vive. Et cette poignée de gens dit qu'il y a beaucoup trop de bouches inutiles et qu'il va falloir les réduire. C'est-à-dire que des gens meurent. Est-ce que la COVID, c'était le but? En fait, c'est pas la COVID en tant que telle, mais le vaccin. Il y a de la surmortalité beaucoup avec le vaccin. Dans plusieurs pays, il y a une baisse de natalité aussi. En tout cas, il y a plein d'études qui sortent, mais sont rarement validées par les gouvernements, parce que c'est quand même les gouvernements qui ont organisé les campagnes de vaccination. Hein. Ils ne feront pas d'une main une chose et de l'autre main le contraire. Ils vont rester cohérents. Alors, c'est difficile d'avoir des sources d'information qui sont
absolument fiable et ça fraye son chemin tranquillement, surtout à travers des réseaux sociaux. Puis à un moment donné, ben, ça devient des sujets qui ne peuvent plus être évités publiquement. Quoique les médias, il n'y en a pas beaucoup qui ont parlé des Twitter Files ici au Québec. Hein? Et pourtant, c'est une bombe. C'est vraiment une bombe. Mais bref, ce que ces gens-là ont décidé de faire, ils vont continuer de le faire. Il y a un facteur de mitigation qui s'appelle Vladimir Vladimirovitch Poutine. Est-ce que la Russie va venir contrecarrer ces plans-là? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Je parle souvent avec... pas je parle, mais j'échange beaucoup avec quelques amis, dont Isabelle de Conscience du Peuple. Puis elle est convaincue que Poutine fait partie de la game à sa manière, mais qu'on s'en va vers la même chose. Ce qui est possible. Pierre Hillard avait l'air de penser là. Ben, il n'avait pas l'air. Il l'affirmait. Mais toujours est-il que les événements en Ukraine sont en train de changer énormément de choses. Et ça déboule là aussi. De plus en plus de pays se dédollarisent. Et ça, c'est une menace existentielle aux États-Unis. Parce que le fait qu'ils soient la monnaie de référence leur permet d'imprimer à peu près ce qu'ils veulent, parce qu'il y aura toujours des preneurs pour les dollars américains. Mais à partir du moment où les échanges ne se font plus en dollars américains, oups, là, à ce moment-là, il y a un excès de dollars sur le marché et ça va faire un jour, éventuellement, baisser radicalement le dollar américain. Les BRICS seraient en train de préparer une nouvelle monnaie adossée notamment sur l'or, mais aussi sur l'énergie, sous forme de pétrole. Et ce serait la monnaie pour acheter le pétrole, notamment, une monnaie internationale. Est-ce que ça va se réaliser? On ne sait pas. Est-ce que ça va se réaliser rapidement? On le sait encore moins. Mais si ça arrive et que ça prend la place du dollar, c'est la fin des États-Unis. Ou la fin de la planète. Peut-être qu'ils vont décider de faire un barreau d'honneur pour disparaître en beauté. On ne sait pas, mais la puissance économique américaine, la puissance financière américaine va disparaître d'un coup. La puissance économique va être diminuée, mais rappelons que les Américains, pas les Américains, mais les États-Unis ne sont plus un gros producteur manufacturier comme ils l'ont déjà été. Et le président Trump, à l'époque, avait tenté de faire revenir des industries lourdes aux États-Unis, notamment automobiles, mais pas que. Et moi, personnellement, je trouvais que c'était une excellente politique. Un pays devrait être autonome le plus possible. C'est ce que la Russie a fait depuis 2014, d'ailleurs, pour éviter d'être sujet à des embargos commerciaux, à des pratiques déloyales et tout ça. Là, voyez-vous, les Américains avaient tellement plus de munitions à envoyer en Ukraine qu'ils les ont achetées à la Corée du Sud. Bon, là, ils sont en train de repartir des usines, mais ce qu'ils visent à produire ne pourrait même pas accoter ce que les Russes tirent dans une journée en Ukraine. Pour vous dire. Alors, ils vont refaire des stocks, mais les stocks ne seront pas énormes. Et puis, s'ils tirent avec la même intensité que les Russes, leurs stocks ne dureront pas longtemps. Alors que les Russes, ils en ont encore beaucoup et ils n'ont jamais arrêté d'en produire. Donc, il y a des grands enjeux existentiels pour les États-Unis du fait de la dédollarisation et de l'arrivée d'une éventuelle nouvelle monnaie. Une chose est sûre, c'est qu'officiellement, la Chine a 3000 tonnes d'or. J'écoutais une entrevue de Charles Gave aujourd'hui. Mais dans les faits, ils en ont beaucoup, beaucoup plus. Les chiffres officiels, c'est 3000, mais la Chine achète tout l'or qu'elle peut. Et puis, elle le stocke chez elle. Fait que d'après moi, c'est probablement pour préparer une monnaie qui va être garantie partiellement par l'or.
Et ça veut dire que le prix de l'or va considérablement augmenter parce qu'il va être en grande demande. Attendez-vous à des changements stratégiques dans les prochaines années, peut-être même cette année. Imaginez que la Chine voudrait mettre la main sur Taïwan en 2023 ou 2024, tiens, 2024, et que les BRICS décident de lancer leur monnaie cette année avec les outils de change, le fameux SWIFT qui avait été qui est l'outil américain des échanges entre les pays et pour les transactions et tout, les cartes de crédit et tout ça. Ben, les Russes ont développé le leur et la Chine, je crois qu'elle est avec eux. J'en suis pas certain. Mais toujours est-il qu'il y a des outils d'échanges internationaux qui sont en fonction et qui sont en train d'être développés, qui sont fiables et qui vont faire concurrence à ceux qui ont été développés par les États-Unis et l'Occident. Il est possible aussi, comme disait Charles Gave, qu'on se trouve avec une planète divisée en deux, les pays BRICS et compagnie, les pays Occident et compagnie, avec très peu de perméabilité entre les deux systèmes. Ça aussi, c'est possible. Mais bon, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait à ce niveau-là. Mais la chose certaine, ce qui a été commencé en 2022 ne s'arrêtera pas en 2023, ça ne va que s'accélérer, sauf événement majeur qui reviendrait tout remettre en question. Bon, là-dessus, j'ai assez parlé. Je veux vous remercier encore une fois de votre présence, de votre fidélité, de vos messages, de vos encouragements. Et je vous dis merci. Soyez prudents. À la prochaine.